la parole à Jean-Christophe Le Toquin. Jean-Christophe Le Toquin, alors je ne vais pas pouvoir dire tout ce que vous avez fait, parce que alors j'ai pris. Mais d'abord, vous êtes un ancien confrère. Ça, c'est des choses qui pour moi sont importantes. Chacun voit midi à sa porte, mais de mon point de vue, quand on est avocat, on le demeure définitivement. Mais vous avez ensuite quitté la profession pour plusieurs activités et vous avez très vite une carrière qui s'est dirigée vers les questions de cybersécurité, si j'ai bien compris, de lutte contre le commerce illicite, la protection du consommateur. Vous intervenez, vous avez des fonctions assez importantes dans le cadre de l'organisation du FIC qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps à Lille, qui est un immense et très beau rendez-vous. Vous êtes consultant pour un certain nombre de sociétés, mais nous vous recevons aujourd'hui principalement dans le cadre de votre activité dans le cadre de l'association Point de Contact, qui, elle, est au service des victimes. Et je vais vous laisser expliquer cela mieux que moi. Je vais juste vous demander d'ouvrir votre micro. Merci Nicolas. Merci pour cette introduction. Effectivement, quand j'interviens, c'est toujours un problème de casquette à choisir sur quel rôle je vais intervenir. Et je ferai allusion aussi à un autre de mes rôles qui est lié au chiffrement. Et la raison pour laquelle on a préparé ensemble avec Anne, alors c'est pas pour le chiffrement, là je pense qu'on n'est pas forcément sur la même ligne, mais avec Anne, on se connaît depuis longtemps, on avait travaillé ensemble à une belle association publique-privée de lutte contre le spam et le phishing qui s'appelle toujours Signal Spam. Et avec Anne représente la préfecture de police dans Point de Contact, donc dans cette structure que je vais vous présenter rapidement. Et puis après, j'élargirai un peu mon propos dans le but qu'on ait ensuite un débat. L'idée, c'est qu'on soit vraiment ensemble et que voilà, Anne en tant que représentant des pouvoirs publics, moi, pour ma part, représentant une structure privée d'assistance aux victimes, on puisse un peu voir ces synergies entre nous. Dans la lumière du thème d'aujourd'hui, qui est le droit et les nouvelles technologies, on aura pu ajouter le politique, au sens, alors, ça peut être le sens politicien du terme et le sens la grande politique, et ce sera ça mon ouverture en conclusion, si je puis dire, pour peut-être après avoir des échanges entre vous. Je serais pour ma part intéressé à avoir un débat avec la salle. On en aura un peu le temps puisqu'on est bien niveau calendrier. Donc si on regarde le numérique, si on regarde la question des victimes, on a de plus en plus de victimes. On a aussi ce phénomène de révélation d'expression de la parole, que ce soit pas seulement lié aux enfants, mais en matière d'abus sexuels, il y a quand même une vraie libération. Donc ça aussi augmente, je dirais, la volumétrie des dossiers et des phénomènes. Et on est en train d'avoir, je dirais, avec le numérique et avec l'évolution de la société, peut-être permise par le numérique, sans doute même, donc du coup une espèce de croissance, je dirais, du phénomène pour qu'on arrive à un moment à l'estimer correctement. Alors aujourd'hui, très pragmatiquement, je ferai juste un petit point opérationnel pratique, et vous en tant que parents ou ayant des enfants dans vos entourages, je pense à ça, c'est jamais mauvais de vous rappeler les services d'assistance en place. Donc pour tout ce qui est pour vous-même ou pour vos enfants, nièces, neveux, petits cousins, etc., si vous êtes, vous êtes témoin, victime ou témoin de cyberharcèlement, de violences à caractère sexuel, d'exposition à des contenus violents ou illégaux, il y a aujourd'hui deux structures qui sont encore petites mais qui évoluent et qui ont vocation à grandir. L'une qui est plutôt orientée sur l'écoute justement des mineurs, des adolescents et des parents, qui s'appelle le 3018, donc c'est un numéro de téléphone, mais c'est aussi, vous pouvez aussi chatter, je pense que les jeunes en vrai, je pense qu'ils préfèrent chatter que prendre leur téléphone, mais donc le 3018 opéré par l'association e-enfance, donc reçoit les appels justement sur toutes ces questions-là, et vous guide et vous oriente, vous ou les plus jeunes. Tandis que Point de Contact, c'est un service
en ligne, là qui est concentré sur le retrait des contenus illégaux, donc retrait des images, des vidéos, des textes, et on couvre, donc moi c'est la structure que je représente, on couvre aussi bien les aspects donc sexuels que discrimination raciale ou terrorisme. Donc notamment on travaille au retrait des images. Il y a un peu malheureusement une tendance à ce que les attaques terroristes et de sont retransmis, diffusés par leurs auteurs. On est nous sur cette ligne-là, et c'est notamment à la lumière de l'assassinat du professeur Samuel Paty qu'on a signé un partenariat avec la ministère de l'Intérieur, partenariat innovant puisque on est une des très rares associations privées en France disposant d'un officier de liaison, d'un conseiller technique, je dirais, mis à disposition par le ministère de l'Intérieur en permanence dans notre équipe et qui travaille avec nous au sujet que j'ai énuméré. Donc entre ces deux structures, on est d'ailleurs ensemble dans un même consortium européen et on a comme point commun le fait d'avoir les soutiens publics du secteur des ports publics français, des financements européens, on s'inscrit dans une démarche européenne et également on travaille avec les grandes plateformes sont parmi nos membres et on a cet équilibre privé international, français international, européen et public français. Public au sens ministère de l'Intérieur, bien sûr, et éducation nationale. Donc déjà, si vous avez au moins retenu ça de la journée, en tant que parent, en tant que témoin, en tant que victime, vous avez ces deux canaux déjà pour commencer à vous repérer sur ces questions-là. Après, il y a aussi cybermalveillance pour tout ce qui est, je dirais, problématique d'arnaque ou d'escroquerie ou autre. Donc il y a différents canaux, mais là, je vais aborder la question des contenus de type plutôt intime, ceux sur lesquels il y a des choses qui bougent. Alors si on regarde l'accompagnement des victimes, notamment des victimes d'abus sexuels, en vrai, il y a tout le principal est encore à inventer et à faire. On assistait la semaine dernière avec Anne, avec l'équipe Point de Contact et peut-être certains d'entre vous, au séminaire de l'OCRVP, qui est l'Office central de la répression contre les violences aux personnes, un séminaire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qui était donc la semaine dernière pendant 3 jours, et donc il y avait des histoires difficiles d'enfants sauvés grâce à l'intervention des services des autorités des polices en international et en coopération avec les autorités françaises, rescapés notamment d'une pratique qui s'appelle le live stream. Live streaming qui consiste à ce que on a des criminels français qui sont vous et moi, j'ai entendu de profil sociologique, c'est absolument pas des gens qu'on imaginerait forcément se livrer à ce genre d'actes et qui donc commandent via webcam des abus sexuels sur mineurs, souvent en Europe de l'Est, plus souvent aux Philippines, beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que la réponse internationale se structure et qu'il y a de plus en plus d'auteurs français qui sont arrêtés et la législation a été renforcée et donc aujourd'hui ils sont déjà donc exposés à 20 ans de prison ferme pour ce genre de fait. Mais une fois que je dirais l'auteur est arrêté, c'est évidemment une nécessité. Maintenant, sur la protection de la victime et son accompagnement pour se reconstruire, c'est compliqué. Je dirais aujourd'hui, les victimes sont quand même n'ont pas forcément un soutien très fort. C'est un vrai sujet de société sur lequel on devra se pencher. Mais bon, la libération de la parole des victimes en général, toute forme d'abus confondue, devrait aider aussi à ça. Il y a une nouveauté, si on commence à un peu regarder la prospective, il y a une initiative politique et juridique qui est extrêmement intéressante en Europe, qui est portée par la commissaire Ilja Johansson, donc commissaire DG Home, donc DG Affaires intérieures. Proposition qui a été rendue publique le 11 mai dernier, qui s'appelle une proposition contre l'abus sexuel des enfants. Donc c'est en général dans le jargon professionnel, on appelle ça la proposition législative CSA, donc rien à voir avec notre CSA, ex-CSA, mais tout à voir avec le terme Child Sexual Abuse, et qui est une démarche politique forte,
qui vise à renforcer les actions en matière de détection et de retrait des contenus d'abus sexuels de mineurs par les plateformes, avec la création d'un centre européen probablement créé au sein d'eux, à côté d'Europol à La Haye, et qui serait donc créé et qui ensuite serait rattaché à des nouvelles autorités nationales dont on ne sait pas grand-chose encore à vrai dire, mais qui auraient vocation évidemment à regarder le droit applicable en droit national à travers les États membres. Donc cette proposition législative, elle est politiquement forte parce que elle dit, et c'est là que cette commissaire, et en 20 ans, je pense que c'est la première fois qu'on a une commissaire aussi engagée. On avait Neelie Kroes dans les années 2012 qui avait lancé des choses, mais là ça va plus loin. Aussi, le sujet est beaucoup plus grave maintenant aujourd'hui, ou en tout cas il est mieux mesuré. Donc il y a cette proposition de la Commission européenne qui a plusieurs volets. J'ai entièrement le temps d'y toucher quelques mots parce que ça va avoir des impacts sur nos vies dans les années à venir. Enfin, pour ceux qui sont en tout cas victimes, mais ça peut considérer plus de monde que ce qu'on peut imaginer. Et donc cette volonté très forte d'aller plus loin dans la détection et le retrait de ces contenus. Alors ça touche, il y a plusieurs dimensions. Il y a le fait que les plateformes européennes et globales, toutes celles que les grands noms que vous connaissez, s'engagent à faire tourner des moulinettes. Alors là, la quadrature n'est pas très très loin déjà. On va y revenir. Fassent tourner des moulinettes sur les espaces de communication, de chat, de communication publique et potentiellement de communication privée aussi, pour détecter des images, des vidéos qui sont contenues, qui sont diffusées. Alors pour donner un exemple quand même concret, aux États-Unis, il y a déjà cette démarche-là qui est faite volontairement par plusieurs acteurs, en particulier un grand réseau social grand public qui a mis en place cette démarche volontaire. Et aujourd'hui, ça représente cette seule société signale aux autorités américaines 28 millions de signalements de contenus d'abus sexuels, d'images ou de vidéos. Donc là, on parle vraiment d'images totalement illégales. Et donc, à une seule société, bon, certes large, en faisant tourner une moulinette dont on ne connaît pas forcément d'ailleurs toute la précision, mais bon, une certaine moulinette en tout cas, fait déjà remonter 28 millions de signalements, alors qu'on n'est pas sur du dark web, on n'est pas sur des activités illégales, et on est sur un acteur, bon, ça global, mais ça vous donne l'idée que on n'est pas sur des choses qui sont si rares, malheureusement. Et on parle de contenus qui sont pas du tout accessibles normalement facilement sur le net. Donc c'est vraiment des gens qui se partagent des choses, et ça fait 28 millions de signalements à l'arrivée en un an. Et les chiffres, et ce qui est assez hallucinant, c'est que les chiffres ne baissent pas. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que le fait qu'il y ait cette moulinette et que derrière il y a les fermetures de comptes, les gens se disent « Oh mince, j'ai été pris, ok, c'est peut-être pas très... faut pas que ma femme le sache ou mon collègue de bureau, donc je vais peut-être arrêter. » Malgré ces mesures qui sont mises en place depuis plusieurs années, le chiffre se maintient. C'est-à-dire que donc il doit y avoir un renouvellement de gens, puisque c'est pas les mêmes qui font une fois qu'ils ont fermé leur compte, je pense qu'ils vont voir ailleurs ou ils arrêtent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une persistance d'intérêt à grande échelle pour ce type de contenu. Et donc donc l'Europe a dit, le commissaire Johansson, déjà ça, on va passer d'un modèle volontaire de la part de quelques acteurs à un modèle obligatoire. Donc c'est un projet, hein, ça va peut-être pas passer, et on va donc retirer on va augmenter l'automaticité de ce type de retrait. Donc ça c'est un premier volet. Plus délicat, on va dire, et ça c'est pas une thématique, nous en point de contact, on est évidemment tout à fait favorable à cette démarche, de renforcer la détection et les retraits, c'est notre raison d'être. Autre démarche qui est un peu plus éloignée de notre secteur, mais j'en parle quand même, puisqu'on est dans une enceinte un peu plus publique, c'est la question du grooming. Alors là, on est sur les actions de approcher un enfant, un mineur, via les réseaux sociaux, pour obtenir à terme des images intimes
évidemment de nature sexuelle, voire une rencontre pour avoir évidemment des relations plus avancées. Alors, d'après des chiffres que j'ai eus, qu'on m'a communiqué, bon, faudrait vérifier tout ça, ça paraît étonnant, mais en tout cas, le temps, on en parlait hier, d'ailleurs c'était hier qu'on en parlait avec, donc là, je signale juste Quentin en chemise blanche, Quentin directeur de Point de Contact, et Alejandra à sa gauche et à ma droite, qui est donc juriste et donc chez Point de Contact. Donc, si vous avez des questions opérationnelles, Alejandra et Quentin sont là. Donc, le temps moyen pour qu'un adulte qui ne connaît pas un enfant arrive à obtenir de lui un rendez-vous physique serait de 18 minutes. Donc, à vérifier, hein, c'est le chiffre qu'on nous a communiqué, qu'une journaliste a communiqué hier. Et là, on n'est même pas sur la transmission de photos. Peut-être, donc voilà un peu, on est quand même sur des choses, il faut quand même faire attention. 18 minutes. Donc là, la proposition là-dessus, sur le grooming, dit, et c'est ambitieux, hein, c'est audacieux, dit on va scanner toutes les communications, y compris donc sur les outils que vous utilisez ordinairement, pour détecter par de l'IA, donc pas de manière automatique, le fait que vous seriez peut-être un adulte en train d'échanger avec des enfants. Donc il y a certains traits caractéristiques de ces communications qui pourraient être repérés par de l'IA. Alors, on voit bien l'intérêt de l'enjeu. Là, on parle quand même de déployer des choses complexes sur des espaces de communication privés. Bon, et je crois que nos amis de la Quadrature du Net ne sont pas très contents, mais ils sont même très inquiets, et on peut pas peut-être totalement leur donner tort là-dessus. Je pense qu'il y a quand même un vrai sujet. Alors en tout cas, ça va bouger dans les années qui viennent. Le point sur lequel, si on regarde un peu la direction dans laquelle on va, si on regarde, je dirais, cet exemple du grooming, qui est un peu, ou ces deux exemples, un peu de la détection automatisée, pour détecter et retirer les images et les vidéos que les gens se transmettent entre eux ou dans des espaces plus ou moins publics, plus ou moins fermés. Là, on utilise pour ça, on n'utilise pas de l'intelligence artificielle, on utilise des bases d'images et de vidéos déjà analysées comme par des policiers, par des professionnels comme nos professionnels de Point de Contact, comme étant illégales. On crée ensuite des bases d'images et de vidéos qui sont pas on n'a pas les vidéos en intégralité, elles sont illégales. Seule la police peut garder continuellement les images originelles, hein, les vidéos, les images originelles. Pour des acteurs intermédiaires comme les hotlines, nous on conserve que des empreintes, on appelle ça des hashes. Donc c'est un résumé de l'image de la vidéo, à partir de laquelle on ne peut pas reconstituer l'image originale. Ça crée des bases de données. C'est ces bases de données qu'on peut ensuite utiliser pour détecter ces images, ces vidéos dans d'autres espaces, par exemple les plateformes. Donc ça, on cherche des images déjà. Donc il y a un volet de la proposition CSA, c'est les images et les vidéos déjà connues, authentifiées par des professionnels et dont on cherche à empêcher la reproduction. C'est valable aussi pour les images les vidéos d'attaques terroristes, hein, pour Christchurch ou Buffalo plus récemment. Si ces photos-là des vidéos se retrouvent pas facilement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est parce que on a ces technologies de détection d'images, et donc on cherche les images, on les retire, et ça se fait de manière automatisée. Donc ça, c'est pour les images. C'est relativement, je dirais, sur un plan juridique, on a déjà un filtre professionnel qui est déjà fait. Donc sur un plan juridique, c'est déjà assez abouti. Appliquer de l'IA dans des espaces de communication textuelle sur des espaces privés, là, on est quand même sur un autre domaine, et c'est là où il faut voir où est le croisement entre la technologie. Est-ce que la technologie, elle est assez fiable aujourd'hui? Est-ce qu'elle a, pour ne pas créer de biais, par exemple, un des arguments d'un certain nombre aussi de soutien des enfants, hein, de l'association de protection de l'enfance. Alors c'est peut-être pas le courant majoritaire, mais il y a aussi toute la problématique de la protection par rapport aux orientations sexuelles et de la découverte par les mineurs de leur orientation sexuelle en espace. Donc potentiellement une IA peut-elle faire le tri entre un adulte
et un enfant ou entre deux jeunes qui découvrent leur sexualité. Et si à un moment, je veux dire, le site, l'IA se trompe ou que l'analyse n'est pas claire et qu'après on notifie les parents que leur enfant a peut-être une orientation sexuelle qui est en train de se découvrir, ça peut faire des drames familiaux aussi. Donc, car tous les parents ne sont pas forcément très ouverts sur ces questions d'orientation sexuelle. Et il y a aussi un vrai bouleversement sociétal. Enfin, juste une anecdote là, je sais pas si ça allège le sujet, mais je l'ai découvert moi, j'ai des enfants de 18-20 ans. Je sais pas, les jeunes aujourd'hui, première chose qu'ils se disent, c'est est-ce qu'ils sont hétérosexuels, homosexuels, etc. C'est la première chose, ils se connaissent à peine. Je veux dire, bon, je suis pas si vieux, mais nous, c'était un peu le tabou là-dessus. Donc, on savait pas comment faire là-dessus, on était un peu naïf. Donc, quand on a des générations qui ont des réactions aussi différentes que celles qu'on a connues il n'y a pas si longtemps, il y a quand même un vrai changement de société. Donc cette proposition CSA, elle a le mérite incontestable d'avoir une réaction à la hauteur de la menace effective pour les mineurs. Les solutions qu'elle propose sont pour certaines certainement très nécessaires. Pour d'autres, soulèvent des questions qui sont plus des questions d'ordre politique que d'ordre, je dirais, purement juridique. Et on voit, et là je vais élargir un petit peu mon propos, c'est, et je reviens finalement sur ce qu'avait dit ou qu'a évoqué Anne, c'est l'équilibre entre la protection des victimes, bon, typiquement portée par cette proposition-là du 11 mai, et la protection de la vie privée, alors portée par la quadrature mais pas que, et plus généralement comment on sécurise les communications en général. Si on repart sur le propos liminaire de notre intervenant d'origine là, Guy Philippe Goldstein, on est dans un contexte géopolitique très complexe, où il y a beaucoup d'États et on n'est pas tous amis entre États de cette planète, et donc il y a des risques quand même systémiques ou extrêmement forts de compromission de nos comptes, de notre vie privée, de prise de contrôle, de surveillance, et donc il y a face à ça la nécessité de déployer des solutions de sécurité fortes, dont une des plus typiques est celle du chiffrement. Et donc les entreprises, les grandes plateformes sont toutes engagées dans que ce soit Apple qui a été très 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 fort là-dessus, mais Facebook est aussi en train d'essayer de regarder ça et ont annoncé qu'ils allaient chiffrer leur service de messagerie WhatsApp. On est sur un équilibre là où on demande aux entreprises qui sont d'abord et avant tout des entreprises commerciales, hein, qui doivent faire du chiffre d'affaires et on leur demande, d'un côté, elles sont très exposées, elles sont très au courant des menaces, je dirais, géopolitiques, elles sont elles-mêmes parfois bannies de certains États, ou de se retirer précipitamment, donc elles sont bien au fait de ces questions-là. Donc il y a une nécessité de protéger les communications, de chiffrer et de se protéger, je dirais, même pour protéger nos valeurs démocratiques. Et puis il y a un moment où on leur dit, ah non, c'est pas possible, hein, vous pouvez pas chiffrer parce qu'il y a des pédophiles, il y a des criminels, etc. Et c'est vrai aussi. Et donc, comment est-ce qu'on comment est là le droit, quelle est sa place, et là, je dirais en tant que alors voilà, c'est la suite de mes notes, pardon, j'avance. Et c'est là un peu la conclusion, enfin, dernière partie du propos, c'est quel est le rôle pour les métiers du droit là-dessus, comment nous, dans effectivement, je suis un peu un juriste ou un avocat défroqué, mais aux États-Unis, j'ai vu que c'était même positif de dire qu'on n'était plus juriste au sens propre du terme. On appelle ça les recovering lawyers. Donc c'est ceux qui arrivent à se sortir de leur état. Donc quand je disais non mais je suis plus juriste vraiment, je dis, ah très bonne nouvelle. Bon, alors bon ok, donc on a un petit problème d'image en tant que profession. Les États-Unis c'est le pays des born again. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont cette foi qu'on peut se réinventer. Donc apparemment, il y a ça. Non, mais voilà, ici on est des gens principalement du métier du droit, j'imagine. Donc si on regarde sur ces questions-là de sécurité,
qu'on la voit du côté police ou qu'on la voit du côté, je dirais, victime, il y a en tout cas les 10 années qui viennent, peut-être les 5, mais vont vraiment être intéressantes. Parce que vous avez ça a été mentionné par notre premier intervenant, le DSA, le Digital Services Act, va vraiment être l'occasion d'inventer une régulation beaucoup plus pertinente. C'est-à-dire qu'on donne des pouvoirs à l'ARCOM sans en retirer au service de police, hein, évidemment c'est des rôles différents. Là, l'ARCOM va devoir inventer son rôle en matière de régulation un peu du numérique et va toucher aux questions de contenu, je dirais, tels que ceux qu'on a évoqués là. Et donc là, va y avoir une espèce d'alchimie nouvelle entre le rôle des régulateurs, qui va devoir obtenir plus d'informations de coopération des plateformes qui elles-mêmes inventent leur métier en permanence. Enfin, sociétés comme Facebook, ils ont quoi, une quinzaine d'années? C'est quand même extrêmement court. Google, c'est peut-être 20 ans, peut-être un peu moins d'ailleurs, enfin peut-être à peu près 20 ans, puis ils ont beaucoup réinventé leur métier, Apple un peu plus, mais pareil, ce sont des métiers plus récents. Donc tout le monde se réinvente. Donc nous, en tant que métier du droit, on va être amené à conseiller les plateformes. Alors aujourd'hui, on pense aux grandes, mais le DSA, on estime que c'est 10 000 entreprises en Europe. Donc ça veut dire qu'en France, peut-être 1 millier, 2 000, etc. Donc on n'est pas que sur les 4-5 réseaux sociaux que tout le monde a en tête. Donc ça, ces gens-là, ils vont être de plus en plus tiraillés entre leurs responsabilités de sécurité à fournir à leurs citoyens et de protection des victimes. Et là, il va y avoir des demandes de plus en plus fortes à cet égard. Donc les plateformes, conseil régulateur, qu'on en soit soi-même, en métier du droit, on peut travailler pour eux évidemment en tant qu'employé, hein, faire partie des équipes, ou ça peut être aussi en termes de consultants ou de lobbying, on fait des préconisations à ces gens-là. Ça va devenir de plus en plus demandeur, hein, ça a toujours été le cas, l'ARCOM, l'ARCEP ont toujours fait des appels à consultation. Mais là, je pense qu'on va encore plus ils vont être encore plus en demande de conseils et de perspectives. Et puis, il y a le conseil aux victimes. Si vous êtes, si vous allez avoir, si vous êtes dans le pénal, si vous êtes dans le social, en tant qu'avocat, ces affaires-là vont être de plus en plus prégnantes. Et aujourd'hui, les victimes, aujourd'hui, il y a aussi un phénomène dont je n'ai pas évoqué, c'est la diffusion d'images d'images intimes non consensuelles. Là aussi, on en parlait hier avec la journaliste. Ne sous-estimez pas à quel point votre petite cousine, votre nièce ou votre fille de 8 ans, 10 ans, 13 ans peut être sollicitée pour diffuser des images d'elle-même dans des situations pas forcément que vous voudriez la voir, et donc c'est un vrai sujet. Donc là, ces victimes, une fois qu'elles diffusent leurs images, que ce soit à des jeunes d'ailleurs, de leur entourage ou à des inconnus, arriver à retirer les images pour les décennies à venir, c'est quand même extrêmement compliqué. Et c'est là où la proposition, j'y reviens, européenne là, de la commissaire Johansson, veut permettre aux victimes d'avoir un droit à connaître si leur image, leur vidéo a été diffusée et a été retirée par les plateformes qui auraient détecté ces images. Ce qui est sans doute une vraie innovation, pose aussi des problèmes. Si toute votre vie vous êtes notifié que votre image continue à être diffusée sur les plateformes par les gens qui s'envoient ça sur des chats et des machins, d'un côté, peut-être que c'est bien d'être assuré qu'il y a des gens qui en permanence détectent et retirent. C'est aussi peut-être extrêmement perturbant, et je vois pas comment on peut s'en sortir sur un plan psychologique, comment on arrive à s'extraire de ça si on est toujours ramené à cette histoire. Donc là, il va y avoir beaucoup de victimes et il y aura beaucoup de besoins de professionnels pour les accompagner sur le plan psychologique et juridique. Et le dernier point pour reboucler entre nous, un message d'espoir, j'espère, c'est la question de tous ces professionnels qui sont aujourd'hui
confrontés à ces thématiques, que ce soit nos équipes à point de contact, que ce soit les professionnels dans les services de police, de la brigade des mineurs, l'OCRVP, etc. Et là, on constate un changement de mentalité. C'est-à-dire que nous, il y a 20 ans, un peu la réaction des services de police était bon, d'une part, des questions, ces sujets-là, c'est pas pour les civils, c'est pas pour la hotline, donc vous n'avez pas à vous en mêler. Deuxio, nous on est des hommes, on est des durs, donc non, on n'a pas de soutien psychologique, ça sert à rien, on n'a pas besoin de ça, et puis et c'est un peu chacun chez soi. Bon. 20 ans plus tard, et là c'était très frappant, donc à ce séminaire de la semaine dernière, on constate, et c'est récent, une inflexion des mentalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais pour notamment avec le CRVP, sans vouloir dévoiler leur secret, de toute façon même ils l'ont même fait état publiquement sur LinkedIn pour certains, on constate qu'il y a oui, il y a besoin de soutien psychologique aux professionnels, on en a parlé, mais aussi aux professionnels qui travaillent sur ces sujets-là, et oui, la police ne peut pas faire tout toute seule et elle a besoin du secteur civil, des ONG, des hotlines en notre cas pour arriver à faire le travail. Donc on sent qu'on a eu une longue vingtaine d'années de maturation où chacun était un peu dans son monde, à essayer de traiter le problème comme il pouvait avec ses petits moyens. Aujourd'hui, on sent que je dirais pas au bout de 20 ans d'échec, mais en tout cas de 20 ans de voir que le phénomène ne fait que s'accroître et continuera à s'accroître, il y a une prise de conscience qu'il faut travailler ensemble et que donc on crée une espèce de sens de communauté dans ce domaine-là. Et je pense que nos amis de la Quadrature, je pense qu'ils font un travail d'utilité publique, même si je ne sais pas s'ils ont un statut là-dessus, mais ils sont utiles, mais peut-être qu'après ils n'ont pas très sincèrement, je pense qu'ils ont des points, notamment sur les questions de lutte contre les contenus pédocriminels, ils ont des points très justes. Moi, le seul parlementaire européen compétent sur les questions de chiffrement, c'est Patrick Breyer du Parti Pirate, qui est une personnalité qui est un peu abrasive et qui est pas considérée mais en vérité, il connaît son sujet. Et je connais pas d'autres parlementaires européens qui s'exposent publiquement sur le chiffrement, en faveur du chiffrement, et qui s'exposent. Donc, c'est en ça que là, je pense qu'il y a après, qu'il y ait un besoin de mieux tisser faire comprendre les métiers. Ça, par contre, je pense que oui, il y a des effets de bulle partout, des effets de silo, et là, il y a besoin de travailler ensemble. Nous, dans notre métier, avec point de contact, on voit que ça bouge. On voit que les professionnels, en tout cas avec la police, en tout cas, on n'est plus du tout aujourd'hui comme on était il y a 20 ans, a fortiori. Et donc Anne, et pour finir sur un coup de chapeau, est une des personnalités les plus dynamiques de point de contact. Mais oui. Et donc ensemble, on passe son temps à dire bon, comment on arrive à relier les bases de données, à faire bouger les lignes, etc. Et donc ça, c'est un travail extrêmement précieux. Et donc je voudrais remercier Anne pour finir sur cette note parce que tu es un des éléments forts de notre association et donc on espère pouvoir continuer longtemps à bénéficier de ton énergie et de ton soutien et ton engagement pour les victimes parce qu'il n'y a aucun doute sur ton engagement éthique et sur ta passion pour la sécurité dans le plus noble sens du terme. Merci. Merci beaucoup. Les vieux pénalistes appelaient, et on voit qu'il y a eu un changement d'époque, la victime, cet intrus dans la procédure pénale. Et d'ailleurs, notre procédure pénale qui évolue, mais qui, à la base, laisse une place vraiment très très réduite à la victime, à la partie civile. Ça reste encore, pour moi, un des vrais problèmes de la procédure pénale en France. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Mon autre réflexion, c'est que alors c'est facile comme réflexion, mais que le droit du numérique avance de problème de photo à problème de photo, puisqu'on avait l'affaire Alterne qui est avant la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Un des piliers qui, je pense, demeure un problème dans tout ce dont vous venez de parler de notre logique d'intervention, nous, au quotidien, quand on reçoit des personnes qui ont des problèmes, c'est toujours se dire, est-ce qu'on ne va pas déclencher un effet stressant? Et là aussi, c'est la gestion des photos et les effets que ça peut avoir. Et c'était ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que quelque chose doit
poursuivre la victime toute sa vie. Et pas vous dans vos activités professionnelles, mais moi j'ai fréquemment refusé d'engager des actions parce que je pensais que les faits allaient être dévastateurs. Et donc il y a aussi quelque chose. Donc il y a ça, il y a cette problématique qu'on a vue tout à l'heure de porter une parole équilibrée entre les associations telles que la Quadrature du Net et les services de police ou les services de répression, les services d'aide à victimes. Et ces choses-là, il faut bien s'en rendre compte, ne se font pas dans des débats policés, dans des cadres aussi agréable, en tout cas de mon point de vue, que d'être reçu ici au Palais du Luxembourg sous les ordres de la République. Pourtant, c'est des débats qui, vous l'avez bien souligné, vont décider de notre avenir et encore pire que ça, de l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants face à des technologies qui sont inéluctables. Plus, quand même, je terminerai par là, obligé de le dire aujourd'hui, des technologies qui sont aussi qui peuvent être détournées comme étant des armes de guerre dans un contexte mondial qui est en train de se dégrader à grande vitesse et avec l'apparition de différents blocs qui ont une vision de l'usage des technologies au service de leur vision de la société qui se différencie de plus en plus, pour employer des termes assez doux. Alors, je vais vous laisser la parole pour les questions. Je démarre moi. Madame Souguera, il y a une question qui me venait quand je vous entendais, c'est pour permettre, dans une démocratie, si vous voulez donner plus de pouvoir, il faut mettre en place plus de contrôle. Pour moi, c'est le principe des institutions démocratiques. Tout pouvoir qui s'accroît doit être accompagné d'un contrôle plus important. Pour développer l'usage par la police, on va employer le terme provocateur de la quadrature de la technopolice, quels sont les instruments, les outils, les institutions de contrôle que finalement vous pensez qu'ils peuvent être améliorés, qui peuvent être améliorés pour permettre ce développement sans encourir effectivement le risque de laisser les choses aller avec trop de liberté et avec des effets à ce moment-là. Ce qu'on apprend en deuxième année de droit, la procédure pénale est faite pour protéger les innocents, contrairement à ce que le grand public voit. La procédure pénale est faite normalement, quand elle est bien faite, pour que personne ne se retrouve pris dans une procédure sans avoir eu la garantie de ses droits. Et normalement, c'est la garantie de ses droits qui permet d'aboutir à la fin à ce que le juge, en définitive, fasse le tri entre les coupables et les innocents. Et le fait qu'on ait, Dieu merci, un grand nombre de relax ou d'acquittements devant les juridictions françaises montre que quand même ce système fonctionne et qu'on peut aboutir à démontrer son innocence. Pour mettre en place ce genre Si on a mal travaillé... Et c'est la limite. C'est ceux si qui on a mal travaillé, on l'obtient aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est innocent. L'échec de ce type de système, c'est ceux qui sont coupables, mais qui, par le biais de la procédure et de sa mauvaise mise en œuvre ou d'une complexité trop importante, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, n'aboutit pas. Alors, qu'est-ce que vous accepteriez comme contrôle supplémentaire pour qu'on vous donne plus de moyens? Déjà, moi, je trouve que les moyens, on en a déjà beaucoup. Ils sont fonction de la gravité de l'infraction. La plupart du temps. On passe notre temps à former des fonctionnaires, à faire de l'habilitation, de la certification sur les matériels, etc. Je me posais la question il n'y a pas très longtemps, mais je ne vois pas comment on peut contrôler encore plus ce qu'on fait, parce que, alors, dans le texte de loi, il y a, on va dédier des gens spécialement à faire l'administratif de la procédure pour simplifier la procédure de la police judiciaire. Bon. Sincèrement, pour faire une belle procédure, il faut être un vrai flic qui sait que derrière, vous êtes là. Donc, il travaille en se disant, je ne vais pas leur laisser la porte ouverte. Donc, il travaille bien. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. J'ai toujours obligé mes fonctionnaires à travailler comme ça. Alors, évidemment, on n'est pas à l'abri d'avoir des gens qui n'ont pas ça... chevillés au corps, parce qu'ils font un travail au lieu de faire un métier. Enfin bon, ça peut arriver, mais enfin bon, au nombre des procédures qu'on fait et tout ça. Bon, et en plus, on fait de la formation tout le temps. Mais former les gens, c'est du temps, qui sont pas au bureau. Donc, mais
plus de contrôle, j'allais dire, c'est plus c'est plus de conscience que on ne doit pas, on doit faire les choses comme on nous dit de les faire, c'est-à-dire dans le cadre du code. Parce que je ne sais pas, mais je ne vois pas qui peut nous contrôler plus. Déjà, on contrôle les services de renseignement à une hauteur qui est incroyable, mais personnellement, je pense que les services de renseignement, heureusement qu'ils sont là. Parce qu'on pourrait aussi ne plus rien faire. Et alors, je pose la question, que se passerait-il? Tout à l'heure, vous parliez, oh là là, oui, il faut que, on fait beaucoup de procédures, on a des relax, etc. Vous ne parliez plus du tout des victimes. Mais nous, notre boulot, c'est juste de bosser pour les victimes. Ça ne nous empêche pas de comprendre que les avocats sont là pour les parties civiles, mais et aussi pour la défense. Mais j'ai vu des défenses qui ont dit un jour à monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous voulez que je dise après vous? Dans une affaire pédo. L'avocat était maître Liénard, l'ancien. Donc, la chose n'est pas... Il n'y a pas de combat. Le combat, il est dans les arguments et malheureusement dans les faits. Quand c'est plein d'enfants qui sont des victimes martyrisées, ça peut aller à de nourrissons jusqu'à des jeunes adultes, indépendamment du cas où la jeune fille de 12 ans et le gamin de 12 ans... bon, il y a bien sûr toujours des cas à la marge, mais quand on voit que les Américains nous dénoncent 80 000 cas par an, c'est un vrai problème. Préciser, parce qu'on en avait parlé, la veille qui est réalisée par les États-Unis. C'est ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure. Les Américains, ils ont des logiciels qui traquent les gens et ils nous envoient 80 000 Français par an. Enfin, 80 000 Français, il y a 365 jours. Donc, voilà, après, c'est vos priorités à vous. Est-ce que vous avez des priorités personnelles ou est-ce que vous avez des priorités en tant que professionnel? Est-ce que vous avez des questions dans le temps qui nous reste sur cette intervention? Oui, André, allume le micro, s'il te plaît. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces interventions. André Meyessou, donc je suis avocat et vice-président de l'AFDIT, une association. Ça me fait penser à une citation qu'avait faite William Bennet, qui était l'ingénieur qui avait mis en place tous les systèmes de détection de la NSA, qui est devenu un lanceur d'alerte, et qui est intéressant. Il portait un témoignage et il disait à partir d'un certain moment, c'est trop. Et on a besoin d'avoir une infinie confiance dans les pouvoirs publics et dans l'usage qui pourrait être fait de ces énormes moyens qui sont mis à disposition. Et donc on comprend bien votre témoignage, et c'est très intéressant. Dire chacun fait son travail, et votre travail est de poursuivre les délinquances. Mais c'est vrai que quand on est attentif, et c'est un peu les gens qui sont là dans la salle aujourd'hui, à toutes ces libertés fondamentales, on se dit où est la limite, comment fait-on et où est l'équilibre. Mais il a quand même démissionné. Et il est devenu lanceur d'alerte avec les ennuis personnels qui étaient attachés à ça. Et comme je l'ai dit au tout début, dans l'introduction, je disais que la technique peut tout. C'est ce qu'ils ont fait. Mais j'ai ajouté, mais elle ne peut pas tout se permettre. Et nous, on est là pour qu'elle ne se permette pas tout, mais on est là pour en avoir suffisamment, parce que quand même, le droit doit rester au service de l'homme. Réfléchissons bien à ça. Parce que quand on fait du droit pour du droit ou pour de la techno, ça ne sert plus l'homme. Donc si les enfants, il y avait une phrase sur Twitter qui touche à un enfant touche à l'humanité. Mais là, on est exactement là-dedans. Et on prend ce cas-là parce que c'est un cas qui normalement fait consensus. Mais on se rend compte, avec le texte européen, qui est le texte qui va arriver suite à un texte dérogatoire qu'on avait réussi à obtenir fin 2020, in litis, parce qu'on s'est bagarré avec le Parlement européen, nous, des personnes comme ça, pour dire, mais si on ne peut plus crawler le web, enfin nous d'ailleurs qui le crawlons, c'est des logiciels, et c'est des logiciels, j'allais dire, tu disais, de sociétés privées, et ben nos enfants, on les livre à tout le monde. Parce que les parents, quand je vois les pères qui vont à l'école, dont les enfants de 2 ans crapahutent devant, alors qu'ils n'ont aucune conscience du danger, je me dis que le père, j'ai envie de le zigouiller. Mais oui, parce que c'est la même chose avec les outils Internet. Facebook, c'est soi-disant 13 ans, il y a des parents, ils ouvrent des comptes Facebook à leurs enfants quand ils en ont 11, et après ils s'étonnent qu'il arrive des catastrophes.
qui découvrent que leurs enfants parlent dans un langage bizarre. Bon, évidemment, c'était pas leur enfant parce qu'ils s'étaient fait piquer leur compte. Mais voilà. La vérité, c'est quelle conscience on a à titre personnel, parce que bon, les narratifs sur les libertés individuelles, moi je les entends. Mais à quoi ils servent si c'est pas pour protéger la société et nous, je pense qu'il y a plus, on a plus, j'allais dire, de légitimité à protéger nos enfants qu'à protéger une liberté individuelle putative. Et puis vous avez vu le résultat des élections, on agite le chiffon, mais finalement ça sert à rien. Donc, sincèrement, nous, on peut que engager nos personnels à travailler correctement, à leur fournir les moyens d'être formés, etc. Ça ne va pas dire qu'il n'y en a pas un ou deux qui pêcheront par-ci par-là, mais c'est partout, dans toutes les professions malheureusement. Mais c'est la nature humaine. Mais justement parce qu'on travaille sur de l'humain, et ben on peut pas travailler sur de l'humain. 50 000 photos pédoporno dans un ordinateur, il n'y a pas 50 000 policiers pour lire chaque photo. C'est pas possible. Donc faut bien des l'IA, et puis il faut bien coller le web pour éviter que les victimes et les nourrissons continuent. Parce que vous en fichez, c'est des Philippins. Ah bah non, alors, un Philippin c'est moins qu'un Français. Non mais c'est vrai. Parce que en fait on en arrive là. On peut dire ça aussi. Est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle est fondée la CESDH, elle n'est pas pour tout le monde? Et est-ce que la question du droit, c'est ah oui, mais le droit, ça prime nos enfants? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais bon, je ne le pense pas, mais mon fils est avocat. Donc, rien n'est perdu. Vous pouvez aussi un jour penser que vos enfants seront commissaires de police et tenteront de vous expliquer la même chose. Parce que, en fait, on ne voit pas le monde par le même prisme, mais on vit dans le même monde. Nous, on veut sauver les enfants des malfaisants, dans tous les domaines. La police, elle n'est pas... Dans la Constitution, il y a marqué qu'elle ne doit pas servir à titre personnel les uns ou les autres politiques. Dans une société démocratique, on n'est pas là pour ça. On est là, nous, que pour les victimes. De toute ma carrière, c'est ce que j'ai eu. Pour essayer de prendre une dernière question, je crois que vous aviez une question. Merci beaucoup, merci pour vos belles interventions et surtout la passion que vous mettez dans vos métiers plus que dans votre travail et je retiens bien la différence. C'est vrai que vous posez des questions très intéressantes et par rapport au changement de société, vous disiez très justement, maintenant les jeunes entre eux, quand ils se rencontrent, ils se demandent déjà la question de leur orientation sexuelle. Ce qui est intéressant, est-ce que ça ne peut pas donner de l'espoir où on voit que sur les plateformes qui relaient en fait des contenus pornographiques et donc qui peuvent s'adresser aussi bien aux adultes, les récentes mises en examen dans le cadre des plateformes Jackie et Michel, est-ce qu'on aurait pu envisager ça il y a une quinzaine d'années? Parce que effectivement, on a demandé à ces plateformes, alors je cite celle-ci parce qu'elle est dans l'actualité, mais il y en avait d'autres, on leur a demandé effectivement de justifier le consentement des personnes qui apparaissent sur ces plateformes, ce qui aboutit à la suppression de 50% des contenus. Malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a encore des mises en examen pour proxénétisme ou pour justement traite des êtres humains, parce qu'il y a aussi des contenus concernant des jeunes personnes. Hein. Il y a aussi cette question des viols commandités à distance sur des enfants qui posait aussi, bon heureusement l'année dernière il y a eu une condamnation par rapport à ça, mais est-ce que justement ces condamnations et ces remises en question d'une certaine façon de vivre la sexualité qui concerne a priori des adultes, mais dont on s'aperçoit quand même des répercussions que ça a sur les enfants et des enfants qui peuvent apparaître sur ces plateformes, est-ce que ça peut pas donner de l'espoir justement à la répression de ces contenus, ou en tout cas au moins une prise de conscience? C'est tout trio. Non, effectivement, c'est pas vraiment discuté. Enfin, je regarde Quentin et Alejandra s'ils ont vent de ça, mais le fait que la parole se libère, enfin, et de manière à aider la cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, travailler sur les questions de contenu pédocriminel dans une société qui n'était pas du tout éveillée sur ces sujets-là, ou alors ceux qui étaient éveillés ne voulaient pas en parler, ils avaient leur propre canot, rendait le métier très compliqué. Aujourd'hui, il y a on est en train de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un terme américain qui est en train de s'importer en Europe, et j'y contribue pour ma part via le FIC qui a été mentionné, qui est ce concept de trust and safety, qui est ce métier qui concerne tous les métiers liés aux victimes, donc tous ceux qui sont victimes de
d'abus de toutes sortes. Et donc au point que il y a, à contrario, je veux dire, ça fait 15 ans maintenant qu'on parle de cybersécurité, donc c'est un métier. Alors avant, les gens se plaignaient, personne ne comprenait ce qu'ils faisaient, donc ils avaient l'impression d'être dans les sous-sols de l'entreprise, et personne ne voulait sécuriser. Il y a eu tellement d'attaques, notre métier et compagnie, que maintenant, voilà, les gens de la cybersécurité sont très demandés. Il n'y a pas assez de jeunes qui le font, donc du coup, ça c'est très bien payé, donc ça devient une aristocratie. Pour les métiers qui nous concernent ici, donc n'avaient même pas de nom. Donc c'était les gens qui faisaient de la cybercriminalité, mais ça couvre aussi bien les attaques informatiques que les contenus, etc. Et donc le fait même d'avoir un nom, bon évidemment qui est très lisse, l'américaine, un trust and safety, c'est que du positif. Mais bon, c'est pas bête d'avoir cette démarche-là. Et donc on commence à créer à notre tour, je dirais, une communauté de gens qui abordent ces questions-là de manière plus effectivement assumée, et donc on met dedans le grooming, les victimes, etc. Et donc ça va. Et moi quand j'ai appris récemment que les gamins, effectivement les jeunes, étaient totalement décomplexés par rapport à leurs orientations sexuelles. En tout cas, dans mon environnement, c'est peut-être pas vrai partout en France, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un certain nombre de cas, c'est bien le cas. Ça ouvre beaucoup de portes parce que du coup on va pouvoir parler et là effectivement cette mentalité du pénal que Nicolas vous disiez sur le fait que la victime était un intrus dans la procédure pénale, mais je dirais que les professionnels de ce qu'on appelle, mettons qu'on les appelle tous trust and safety, quel que soit leur étaient eux-mêmes des intrus, limite, dans leur corps respectif. Donc ça c'est ça effectivement entre le porno qui est accessible de manière totalement, je dirais aujourd'hui sans contrôle, ce qui est quand même extrêmement troublant quand on voit l'âge des gamins, à quel âge ils accèdent à des contenus pas du tout adaptés et bien plus violents que le X classique d'ailleurs. Ça, je suis pas sûr qu'on ait bien mesuré encore l'impact sur les populations, mais en tout cas qu'on voit se dérouler, c'est une attitude beaucoup plus relaxe par rapport à ces questions-là, ce qui va du coup aider ces professionnels, nous les professionnels, à dire ok, on fait partie de la société, on traite une problématique grave, sérieuse, perturbante, mais nécessaire. Et donc là, s'il y a cette communauté qui se crée, je pense que là, à ce moment-là, on va commencer à pouvoir penser aux victimes. Et quand les victimes vont se rendre dans les commissariats pour porter main, etc. Voilà, à un moment, tout ça va irriguer. Je pense qu'il y a encore quelques années complexes à passer, mais je dirais la réponse oui, en un mot. J'ai peut-être mis trop de temps à répondre, mais merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour les questions. Et donc, je vous libère. On va passer au sujet suivant, c'est la technologie et l'innovation, avec David Grusson et Tristan Viguier, que je remercie de vouloir me rejoindre.